Ce n'est que quelques jours avant le mariage que j'ai découvert que l'appartement, censé devenir notre foyer après notre union, était en réalité au nom de ma belle-sœur, Anne Secrate. J'ai retiré l'argent que j'avais apporté pour l'achat de cette maison et j'ai annulé le mariage. À la grande surprise de toute sa famille, mon fiancé, Julien, a paniqué et m'a appelé des centaines de fois. Je me souviens encore très clairement de cet après-midi-là. L'après-midi qui a détruit toutes les belles illusions de nos 4 années de relation. Elles se sont brisées en 1000 morceaux, comme une coupe en cristal tombant sur un sol en pré-pierre. J'étais assise dans un petit café de la rue de la République, à Lyon. Dehors, le soleil brillait avec cette intensité si particulière aux fins d'été. Dans la vallée du Rhône, la lumière de l'après-midi entrait en biais à travers la grande baie vitrée, baignant la surface de la table d'un faisceau jaune pâle. Devant moi, il y avait un café crème qui avait déjà refroidi. À côté, un sac à main beige contenant une photocopie. Rien qu'en y jetant un coup d'œil, mon cœur se glaçait peu à peu. C'était une copie du relevé de propriété foncière. L'appartement que Julien et sa mère appelaient toujours notre futur petit palais. Dans la section des informations sur le propriétaire, le nom qui apparaissait n'était ni le mien, ni celui de Julien, mais celui de Léa Dupont, sa petite sœur. J'ai fixé ces 2 mots pendant près de 10 minutes. Mes yeux me faisaient mal, mais mon esprit refusait toujours de l'accepter. 4 ans de relation. Un an de préparatifs pour le mariage. 3 mois plus tôt, nos 2 familles s'étaient, au même assises ensemble autour d'une table, riant joyeusement, fixant la date pour les photos, réservant le domaine pour la réception, choisissant les alliances, et même le linge de lit et les rideaux. À ce moment-là, la mère de Julien m'avait même pris la main en souriant, avec la sincérité d'une mère qui aime vraiment sa belle-fille. Elle avait dit que Julien était leur fils unique, qu'ils espéraient que nous pourrions vivre une vie tranquille et stable, qu'ils devaient nous préparer une belle maison pour avoir l'esprit en paix. En entendant cela, mes parents avaient été très touchés. Ma famille, originaire de Villefranche-sur-Saône, ne roule pas sur l'or. Mes parents sont 2 petits commerçants qui ont économisé petit à petit, pendant des années, pour réunir une belle somme, sachant que j'allais me marier et m'installer. Ils ont eu envie de m'aider et ont décidé de me donner presque toutes leurs économies. Ils ont versé 45 000 € d'apport pour acheter l'appartement. La famille de Julien a dit qu'elle ajouterait 40 000 € et que le reste serait financé par un crédit immobilier que nous rembourserions ensemble après le mariage. À l'époque, je me sentais encore très chanceuse. Je pensais qu'au moins l'homme que j'avais choisi, même s'il n'était pas extraordinaire, était un homme prêt à faire des efforts, qu'au moins sa famille, bien qu'un peu calculatrice, pensait à l'avenir de ses enfants, que ce mariage commençait sur des bases saines, honorables. Mais il s'est avéré que la personne la plus stupide de cette histoire, c'était moi. Je m'appelle Sophie, et j'ai 28 ans, et je suis chef de projet éditorial. Dans une agence de communication à Lyon, j'ai rencontré Julien à l'université. À l'époque, c'était un garçon discret. Il ne se faisait pas beaucoup remarquer en cours, mais il était très attentionné. Une fois, j'ai eu une forte fièvre en pleine période d'examen. Il a conduit sa moto sur près de 10 kilomètres au beau milieu de la nuit, juste pour m'apporter des médicaments. Une autre fois, j'ai pleuré à cause de la pression du travail. Il s'est assis en silence à côté de moi, m'écoutant pendant 1 heure entière sans se plaindre une seule fois. J'ai longtemps cru qu'un homme prêt à rester à vos côtés dans les moments difficiles était un homme à qui l'on pouvait confier toute sa vie. Je n'aurais jamais imaginé que lorsqu'il s'agissait d'argent, des intérêts familiaux, l'amour que je croyais si solide se révélerait plus fin qu'une feuille de papier. Cet après-midi-là, je n'étais pas passée par ce café pour y attendre un client.
Je serais probablement restée jusqu'au jour de mon mariage à rêver d'une maison qui ne serait jamais la mienne. Quand je suis entrée dans le café, j'ai vu Léa assise dans un coin. Cette fille a 2 ans de moins que moi. Elle m'avait toujours appelée Sophie par pure formalité. Mais dans son regard, il n'y avait jamais eu la moindre trace de proximité. Assise à côté d'elle, il y avait une amie à elle, très bien habillée, qui riait d'une voix aiguë tout en regardant le téléphone de Léa. Au début, j'avais l'intention de la saluer brièvement avant de m'en aller. Mais juste à ce moment-là, j'ai entendu l'amie de Léa s'exclamer, en riant, que sa mère l'aimait vraiment beaucoup pour mettre un si bel appartement à son nom. Léa a souri avec fierté. Elle a répondu que bien sûr, sa mère disait que c'était pour elle, pour que quand elle se marierait, elle n'ait aucun problème. Et quand, allez, plus, c'était d'autant mieux que la plus grande partie de l'apport venait de la future femme de Julien, qu'il mettait l'argent, que Julien prenait le crédit, mais que l'appartement était à son nom à elle, pour que tout soit bien sécurisé. Je suis restée paralysée derrière une grande plante verte, près de la caisse. J'ai eu l'impression qu'on m'avait versé un seau d'eau glacée de la tête aux pieds. Je ne me souviens pas comment j'ai serré si fort la lanière de mon sac. Je me souviens seulement que la paume de mes mains me faisait mal, et que mon cœur battait si vite qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Son amie a demandé si Sophie était au courant. Léa rit avec cynisme. Comment pourrait-elle le savoir? Sa mère disait que j'étais follement amoureuse de Julien, que j'avais déjà de la chance de me marier, qu'en plus, je ne venais pas de Lyon même, mais d'une petite ville de province, et qu'avoir un endroit où, à vivre ici, c'était déjà beaucoup, et que, de toute façon, quand on se marie, l'argent de la femme appartient aussi au mari. En entendant cela, mes oreilles ont bourdonné. Tout le café a semblé plongé dans le silence. Seule cette phrase continuait de résonner dans ma tête, comme un couteau émoussé qui tailladait lentement ma dignité. L'argent de la femme appartient aussi au mari. Il s'est avéré que pendant tous ces mois, à leurs yeux, je n'étais pas une future belle-fille. J'étais simplement un portefeuille sur pattes, la fille d'une autre famille, suffisamment docile pour donner son argent afin que leur fils puisse acheter une maison, suffisamment crédule pour signer un crédit. Et qui, au final, ne recevrait absolument rien. Je ne me suis pas approchée pour gifler Léa. Je n'ai pas non plus hurlé pour exiger des explications, comme le font souvent les gens lorsqu'ils découvrent une trahison. Ce n'était pas parce que je n'étais pas en colère, mais parce qu'à ce moment précis, j'étais tellement furieuse que tout mon corps s'était radi. J'ai compris que si je faisais un scandale dans ce lieu, tout ce que j'obtiendrais serait quelques dénégations, une comédie bon marché, et que toute sa famille se mettrait sur ses gardes. J'avais besoin de la vérité. Pas à moitié, mais entière. Je me suis assise à une table près de la fenêtre, tournant le dos à Léa pour qu'elle ne voie pas mon visage. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone en composant le numéro de ma cousine, qui travaille dans une étude notariale et connaît des gens au service de la publicité et foncière. J'ai essayé de garder une voix calme. Je lui ai demandé si elle pouvait vérifier le statut d'un appartement, en lui envoyant l'adresse par message. Ma cousine a tout de suite remarqué ma voix étrange et m'a demandé ce qui n'allait pas. Yaï, regardez mon café crème, dont la mousse était retombée. Et j'ai senti une boule dans ma gorge. Je lui ai dit que je soupçonnais une arnaque. Il eut un silence de quelques secondes au bout du fil. Puis elle m'a dit de lui envoyer les informations tout de suite. En attendant sa réponse, j'ai envoyé un message à Julien, comme si de rien n'était. Je lui ai demandé s'il était très occupé cet après-midi, que je pensais fort à lui, et je lui ai proposé de dîner ensemble après le travail. Il n'a pas mis une minute à répondre. Il m'a dit qu'il n'était pas occupé, qu'il viendrait me chercher ce soir, et qu'on irait manger une friture sur les quais
De Saône. En voyant ce message, j'ai soudain éclaté de rire. Un rire si froid que je me suis fait peur à moi-même. L'homme qui venait de me dire avec tendresse que je lui manquais était probablement le même qui, avec sa famille, montait un piège pour m'enfermer dans une lourde dette pour une maison au nom de Saint-Séoul. Près de 40 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Ma cousine m'a envoyé une capture d'écran avec un message court. Les données étaient correctes. Propriétaire. Léa Dupont. Pleine propriété. Le dossier était complet. J'ai fixé ces mots, sentant tout le sang de mon corps se retirer. Il n'y avait donc plus de doute. Ce n'était pas un malentendu, ni une erreur sur le nom. Né, une procédure temporaire. C'était un plan méticuleusement calculé. Un plan pour prendre l'argent de ma famille, utiliser le nom de la sœur de Julien pour posséder le bien, pendant que lui et moi nous tuerions à la tâche pour payer le crédit. J'ai lentement éteint l'écran de mon téléphone et je me suis adossée à ma chaise. Dehors, le soleil commençait à se coucher. À l'intérieur de mon cœur, qui venait de s'éteindre n'était pas seulement la confiance, mais aussi l'amour. J'ai su qu'à partir de ce moment, je n'étais plus une fiancée. Je ne marcherais pas vers ce mariage dans une robe blanche avec un sourire naïf, comme il l'espérait. J'allais entrer dans cette partie d'échecs en pleine conscience. Et cette fois, je devais récupérer tout ce qui appartenait à ma famille. Je suis sortie du café alors que l'air à Lyon commençait tout juste à se rafraîchir. Mais dans mon cœur, c'était comme si un feu brûlait de ma poitrine, jusqu'à ma gorge. Je n'ai pas pleuré. C'est étrange. Les gens pensent toujours qu'en découvrant une trahison, la première réaction, ce sont les larmes, les tremblements ou les cris, alors que moi, à ce moment-là, la seule chose que je ressentais, c'était le froid. Un froid qui se propageait le long de ma colonne vertébrale, laissant mon esprit d'une lucidité terrifiante. Je me suis arrêtée sous un arbre feuillu devant le café, passant en revue tout. L'historique des messages entre Julien et moi de ces derniers mois. En particulier les passages qui mentionnaient l'appartement. J'ai fait défiler, lentement chaque conversation. Il y a eu un moment où il m'avait envoyé une photo de l'appartement témoin, avec la phrase me demandant un peu de patience. Que nous aurions bientôt notre propre palais. Il y a eu un moment où sa mère avait envoyé un message dans le groupe familial, disant qu'ils avaient acheté cet appartement pour nous deux comme point de départ, et que lorsque nous serions stables, nous penserions à autre chose. Il y a aussi eu un moment où mon père avait demandé clairement si la part d'argent que nous transférions était bien pour que le bien soit au nom de nos 2 enfants. La mère de Julien avait répondu très rapidement de ne pas s'inquiéter, que cette maison était pour eux. 2. J'ai fait des captures d'écran de chacune de ces conversations et je les ai sauvegardées dans un dossier séparé. Mes mains tremblaient encore. Mais ce n'était plus le tremblement de quelqu'un en panique. C'était le tremblement de quelqu'un qui vient d'être poussé au bord d'un précipice et qui est forcé d'apprendre à tenir debout. En arrivant au bureau, je ne suis pas montée directement à mon poste de travail. Je suis entrée dans les toilettes. Je me suis enfermée dans une cabine et j'ai appelé mon père. Mon père a répondu rapidement. Il m'a demandé si j'avais déjà fini le travail. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai demandé si les 45 000 € que nous avions transférés pour l'achat de l'appartement provenaient bien de son compte. Il a confirmé et m'a demandé pourquoi. Je lui ai demandé s'il avait dû signer un papier lors du virement. Mon père a réfléchi un instant, puis a répondu que Julien et sa mère étaient venus à la maison en disant qu'ils avaient besoin d'une confirmation de la transaction pour finaliser le dossier de crédit. Il avait lu le document, rapidement. Ça semblait lié à l'achat de la maison. Alors il avait signé. Mon cœur s'est serré. Je lui ai demandé s'il avait gardé une photocopie. Il pensait que oui, car ma mère est très méticuleuse et garde tous les documents dans un classeur. J'ai fermé les yeux un instant. Dieu merci. Au moins, ma famille n'avait pas été
assez imprudente pour leur remettre toutes les preuves. J'ai baissé la voix et j'ai demandé à mon père de vérifier. Ce soir-là, tous les documents, l'avis de virement, la lettre de confirmation, les messages et tout ce qui concernait cet appartement. Mon père est resté silencieux. Je savais qu'il sentait déjà que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé quel était le problème. J'ai mordu ma lèvre et j'ai fini par prendre mon courage à deux mains. Je lui ai dit que cette maison n'était pas à mon nom ni à celui de Julien. Elle était au nom de sa sœur. À l'autre bout du fil, il y a eu un silence de mort. Puis la voix de mon père est devenue rauque. Il m'a fait répéter. Je lui ai dit que le nom sur le titre de propriété était Léa Dupont. En pleine propriété. Mon père a poussé un lourd soupir, comme s'il venait de recevoir un coup en pleine poitrine. Il a lâché un juron, traitant ces gens d'escrocs, venant d'un homme aussi bon et calme que mon père. C'était suffisant pour comprendre à quel point il était furieux. Je lui ai dit de n'appeler personne pour le moment, surtout pas Julien ni sa mère, qu'il ne fallait pas encore abattre nos cartes. Mon père était révolté. Il disait que nous avions été arnaqués au grand jour, qu'il ne voyait pas pourquoi attendre. Je lui ai expliqué que si nous faisions un scandale maintenant, ils nieraient tout, trouveraient des excuses et effaceraient toutes les traces. J'avais besoin de plus de preuves. Mon père a contenu sa colère et m'a demandé quel était mon plan. J'ai appuyé ma tête contre la porte de la cabine, regardant fixement le carrelage brillant sous mes pieds. Je lui ai dit que ce soir, j'allais retrouver Julien comme si de rien n'était, qu'il fallait que je le voie, pour savoir jusqu'où il était capable de mentir. Mon père est resté silencieux un long moment avant d'accepter. Mais il m'a rappelé qu'à partir de maintenant, je n'étais plus seule, et qu'au moindre problème, je devais l'appeler immédiatement. J'ai répondu d'une voix basse que j'avais compris. À peine avais-je raccroché que mon téléphone a de nouveau sonné. Julien m'envoyait un message. Il me demandait si j'avais fini le travail et qu'il viendrait me chercher un peu plus tôt. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai répondu que j'étais un peu fatiguée et je lui ai demandé de ne pas me faire trop attendre. Une phrase tout à fait normale. Une phrase qu'avant j'envoyais avec tendresse, mais aujourd'hui, en tapant chaque lettre, je ne ressentais que de l'amertume. Vers la fin de l'après-midi, je me suis forcée à travailler comme si de rien n'était. J'ai eu une réunion avec un client. J'ai relu un plan de communication. J'ai répondu à 3 courriels urgents. Mais dans ma tête, toutes mes pensées tournaient autour d'une seule chose. À quel point Julien était-il au courant? Était-il le cerveau de l'opération ou juste un complice? Avait-il ressenti le moindre remords en me voyant choisir joyeusement des rideaux pour un appartement qui n'était pas le mien? Ou bien toutes ces promesses n'avaient-elles été, dès le début, qu'une vaste farce? À 10 à 9 heures. Il a appelé pour dire qu'il était en bas. Je me suis regardée dans le miroir de l'ascenseur avant de descendre. Mes cheveux étaient bien coiffés, mon rouge à lèvres intact, mon regard un peu fatigué. Mais rien d'anormal. Il ne fallait pas qu'il sache que j'étais au courant. En sortant, Julien était appuyé contre sa voiture, portant toujours la chemise à bleu que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière. Me voyant, il a souri très naturellement. Il a remarqué que j'avais l'air épuisée. J'ai mis ça sur le dos du travail. Il m'a ouvert la porte. Sa main familière s'est posée dans mon dos, comme d'habitude. Avant, un tel geste suffisait à faire sentir en sécurité. Mais là, cela m'a juste donné des frissons. Dans la voiture, pendant qu'il conduisait, il m'a parlé de son bureau, de nos collègues qui venaient de démissionner, de sa mère qui voulait retourner voir des meubles la semaine prochaine. J'étais assise là, à l'écouter, hochant la tête de temps en temps, posant une question par-ci par-là.
Plus je voyais son calme, plus je me sentais horrifiée. Quelqu'un qui peut vous mentir tout en vous, demandant tranquillement ce que vous voulez manger le soir même et bien plus. Terrifiant que quelqu'un qui se mette en colère et qui est direct. Au bout d'un moment, j'ai demandé l'air de rien comment avançaient les papiers. Pour l'appartement. Sa main sur le volant a eu un léger sursaut. Très léger. Je n'avais pas prêté attention à chaque détail. Je l'aurais probablement raté. Il a dit que c'était presque prêt. J'ai demandé quand l'acte de vente serait signé. Il a répondu que ça prendrait encore un peu de temps. Que la procédure était très compliquée. J'ai regardé par la fenêtre et, d'une voix neutre, j'ai fait remarquer que et pensais que c'était presque fait. Puisque sa mère avait dit la veille que c'était rapide. Il a ri avec embarras, disant que c'était rapide comparé à la normale, et m'a demandé ce qui m'inquiétait. Puisque tôt ou tard, ce serait notre maison. Tôt ou tard, ce sera notre maison. Cette phrase a été comme une épine enfoncée, directement dans mon cœur. Je me suis tournée vers lui en souriant très légèrement. Oui, notre maison. Mais à l'intérieur de moi, une porte venait de se fermer brutalement. À partir de ce soir, je ne m'assiérais plus à côté de lui, comme une future épouse. Je m'asseyais là comme quelqu'un qui faisait le premier, pas pour lui arracher son masque. Ce soir-là, Julien m'a emmené dans un restaurant de fruits de mer que nous fréquentions souvent. Cet endroit était autrefois mon préféré. Chaque fois que le travail me stressait, il m'emmenait ici. Il commandait une friture, des perlants, des escargots, et s'asseyait pour m'écouter me plaindre de tout. Autrefois, je pensais qu'après notre mariage, même si notre vie n'était pas luxueuse, si chaque soirée pouvait être aussi paisible que celle-ci, je serais comblée. Mais il est vrai que dans ce monde, il suffit de connaître une seule vérité pour que tous vos plus beaux souvenirs se transforment instantanément, une vaste blague. Julien a commandé rapidement tous mes plats préférés, en m'ouvrant une serviette rafraîchissante. Il m'a fait remarquer que j'avais maigri ces derniers, à temps, et m'a dit de ne pas trop travailler pour ne pas tomber malade. Yaï, regardez ses mains pousser le verre de vin vers moi. Et j'ai ressenti un frisson, au cœur. Si cela s'était passé avant, j'aurais ri et je l'aurais taquiné. Mais, aujourd'hui, j'ai simplement répondu d'une voix basse que le mariage approchait, et qu'il y avait beaucoup de choses à organiser. Julien a hoché la tête, m'a demandé un peu de patience, et a affirmé qu'après le mariage, tout serait plus facile. Je l'ai regardé en lui demandant si vraiment, après le mariage, tout irait mieux. Il a souri largement, la voix assurée. Disant que nous aurions notre maison, une famille, un mari à mes côtés, et que je n'aurais plus à m'inquiéter de rien. J'ai failli éclater de rire. Avoir une maison. La maison de qui? Quelle famille? Quel mari? J'ai pris un morceau de pain, essayant de garder une expression normale, et je lui ai demandé ce qui se passerait pour l'appartement si jamais nous ne nous entendions plus à l'avenir. Il s'est arrêté net avec la cuillère de service à la main, puis a ri comme si de rien n'était. Me demandant pourquoi je pensais si loin, j'ai prétendu qu'une amie venait de divorcer et qu'il se battait pour la maison. Il a baissé la tête vers son assiette. Sa voix devenant plus lente, il a répondu que si c'était au nom des deux, cela se réglerait selon la loi. Mais que nous étions différents. J'ai continué à faire l'innocente en demandant en quoi nous étions différents. Il a levé la tête, souriant de toutes ses dents, et a déclaré que notre amour était sincère, et qu'on ne faisait pas les comptes avec la personne qu'on aime. Une réponse très intelligente, si intelligente que si je ne savais rien, Yeme serait probablement senti réconforté. Mais là, je n'entendais qu'une chose, il évitait la question. Et quand un homme évite les questions liées à l'argent, aux biens et aux responsabilités, c'est qu'il cache un secret bien plus grand qu'on ne l'imagine. J'ai changé de tactique,
J'ai mentionné que sa mère avait dit la veille qu'il manquait encore de l'argent. Il a confirmé. J'ai demandé combien. Il a répondu. 15 000 euros. Je me suis figée. Avant, ce n'était que des sous-entendus. Aujourd'hui, il mentionnait un chiffre clair. 15 000 euros. Cela signifiait qu'il ne voulait pas seulement engloutir les 45 000 euros de ma famille. Il prévoyait aussi de me demander davantage avant le mariage. J'ai baissé la tête pour cacher la colère qui bouillonnait en moi, et j'ai demandé à quoi servirait cet argent. Il a répondu avec fluidité, comme s'il avait préparé son discours, que les banques durcissaient les conditions, qu'il y avait les frais de notaire, l'aménagement, et d'autres imprévus. J'ai demandé à voix basse, pourquoi il fallait se presser. Pourquoi ne pas attendre après le mariage s'il y avait des frais supplémentaires. Julien a froncé les sourcils, me demandant ce qui m'arrivait. Je lui ai répondu que je pensais à notre avenir. Il s'est adossé à sa chaise en silence, puis a radouci le ton, me disant que je devais lui faire confiance. Lui faire confiance, depuis que je savais que l'appartement était au nom de Léa. J'avais compris que la confiance était la chose la plus stupide au monde. Si elle était placée au mauvais endroit. J'ai souri légèrement, disant que c'était précisément parce que je voulais lui faire confiance que je posais des questions. Il m'a regardé d'un œil inquisiteur et a demandé si quelqu'un m'avait dit quelque chose. Cette question m'a fait mal au cœur. Il commençait déjà à se méfier. Joy, immédiatement baissé la tête. Jouant avec la sauce dans mon assiette. Yoy, répondu que non, que personne ne m'avait rien dit, mais que je les voyais, souvent parler d'argent. Lui et sa mère. Il a soupiré de soulagement, comme s'il venait de sauter un poids. Puis il s'est penché et a pris ma main. Cette main, qui autrefois me sécurisait, ne me donnait plus qu'une envie. La retirer. Il m'a dit qu'un mariage était un grand événement, qu'il était normal d'avoir des frais supplémentaires, mais qu'il ne me laisserait pas être perdante dans l'histoire. J'ai regardé sa main sur la mienne, essayant de contenir la répulsion qui me parcourait le dos. Il ne me ferait pas perdre? Ou prévoyait-il de me faire perdre jusqu'à ce que je sois complètement à sec? Je n'ai pas retiré ma main. J'ai simplement demandé d'une voix encore plus basse, comme si j'étais vraiment inquiète. Ce qu'on ferait si je ne parvenais pas à réunir l'argent assez vite. Julien a cligné des yeux et m'a suggéré de l'emprunter à ma famille, que ce n'était pas grave, et qu'on le rembourserait à 2 plus tard. J'ai entendu le sang battre à mes tempes. Il l'avait enfin dit. Ce n'était pas une montagne de frais imprévus, mais bien 15 000 euros qu'il cherchait à soutirer à ma famille. J'ai soudain eu pitié de mes parents. Ils avaient économisé toute leur vie. Ils n'avaient jamais osé s'acheter de belles choses. Tout ça par amour pour leur fille. Et ils étaient traités comme une mine d'or, inépuisable par une autre famille. J'ai levé la tête et souri très légèrement, lui disant que j'essayerais de trouver l'argent. En entendant cela, son visage s'est détendu instantanément. Il, qui m'a même resservi, me disant avec douceur qu'il savait que j'étais la personne la plus compréhensive au monde. Bien sûr que je comprenais. Je comprenais que si je cédais une fois de plus, non seulement moi, mais toute ma famille, nous serions entraînés dans cette boue. Ce soir-là, en me déposant devant mon immeuble, Julien s'est penché pour m'embrasser comme d'habitude. J'ai tourné la tête en faisant semblant de remettre mes cheveux en place, prétextant que j'étais très fatiguée et que je voulais me coucher tôt. Il s'est arrêté un instant, a souri et a dit qu'il m'appellerait le lendemain. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé ses feux arrière s'éloigner au bout de la rouée. J'ai serré très fort la lanière de mon sac. À l'intérieur, mon téléphone était toujours en mode enregistrement. Et sur cet enregistrement, il y avait une preuve supplémentaire. Il prévoyait de continuer à vider les poches de ma famille avant le mariage. Je savais que je ne pouvais plus attendre. Il était temps de voir un avocat. Le lendemain matin,
J'ai posé une demi-journée de congé, en invoquant une urgence familiale. Mon patron m'a regardé un instant et a hoché la tête sans rien. Ajouté. Peut être parce que, ces derniers jours, tout le monde me voyait, jongler entre les dossiers et les préparatifs du mariage, avec un visage toujours tendu. Je n'ai pas donné plus d'explications. Il y a des choses que moins de gens savent. Mieux c'est. J'ai mis une tenue sobre. J'ai soigneusement attaché mes cheveux. J'ai rassemblé tous les documents concernant l'appartement dans un dossier, et j'ai pris ma voiture pour me rendre à un cabinet d'avocat sur la presqu'île. Pendant le trajet, mon cœur battait la chamade. Non pas par peur, mais parce que je savais qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne serait plus jamais comme avant. Si mes soupçons se confirmaient, je devrais annuler moi-même ce mariage que j'avais tant désiré. Et pourtant, je voulais connaître toute la vérité pour qu'au moins, en partant, je n'ai aucun regret. Le bureau de l'avocat se trouvait au 2e étage d'un immeuble classique. Ce n'était pas luxueux, mais ordonné et lumineux. J'ai été reçu par un homme d'une quarantaine d'années. Mince, à la voix posée. Il s'appelait Maître Moreau. Un avocat recommandé par ma cousine. Après lui avoir tout raconté, il ne m'a pas interrompu une seule fois. Il a simplement parcouru chaque feuille de papier, examiné chaque capture d'écran, chaque preuve de virement, chaque fragment de message imprimé. Plus il lisait, plus son visage devenait sérieux. J'étais assise face à lui, les mains fermement croisées. Près de 20 minutes plus tard, il a posé la pile de documents sur le bureau. Il m'a demandé si je voulais entendre la vérité, ou quelque chose pour me rassurer. Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Je voulais la vérité. Il a hoché la tête et a commencé à m'expliquer. Légalement, l'appartement était, actuellement, au nom de Léa Dupont. Sur le papier. C'était donc un bien qui lui appartenait en pleine propriété. Ensuite, concernant les 45 000 € que ma famille avait virés, si je voulais les réclamer, je devais pouvoir prouver qu'il s'agissait d'une contribution à la constitution d'un patrimoine commun dans le cadre de mon futur mariage, et non d'un don manuel sans condition. J'ai poussé la pile de papier vers lui, en précisant que j'avais des preuves, écrites confirmant que l'appartement était pour nous deux. Il a admis que cela avait de la valeur, mais que ce n'était pas assez solide s'il prétendait qu'il ne s'agissait que de formules de politesse liées au mariage. Pour avoir plus de poids, il me fallait des preuves supplémentaires démontrant qu'il reconnaissait que ma famille avait payé pour notre maison, mais qu'ils avaient délibérément mis le bien au nom d'une autre personne. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement de la veille. On y entendait clairement la voix de Julien demander 15 000 € supplémentaires et suggérer de les emprunter à ma famille pour les rembourser à deux. Maître Moreau écoutait en fronçant les sourcils. Il a trouvé ce passage intéressant, car il prouvait qu'il continuait à me pousser à débourser de l'argent pour un bien dont la propriété était floue, mais pour toucher au cœur du problème. Il avait besoin d'un aveu encore plus clair. Par exemple, que sa mère ou Julien lui-même admettent que l'appartement était au nom de sa sœur. Tout, en reconnaissant m'avoir menti, en affirmant qu'il s'agissait de notre futur domicile marital, ou qu'ils admettent que ma famille avait donné cet argent dans le but de m'y installer avec mon mari, et non pour l'offrir à sa sœur. Je me suis adossée à mon fauteuil, et j'ai demandé ce qui se passerait si j'obtenais cet enregistrement. Il m'a répondu que ma position dans les négociations serait beaucoup plus forte, que je pourrais alors exiger l'annulation du mariage, demander le remboursement intégral de ma contribution, et clarifier ma situation auprès de la banque concernant le crédit. J'ai serré les poings, lui demandant s'il était vraiment possible de tout récupérer. Maître Moreau n'a pas esquivé. Il a dit que ce serait difficile, mais pas impossible. J'ai souri amèrement. La réponse typique d'un avocat. Il a souri,
légèrement à son tour. Il ne voulait pas faire de promesses en l'air. Si je me taisais et me mariais, j'allais tout perdre. Mais si je m'arrêtais là, que je réunissais les preuves et que j'agissais correctement, il y avait de grandes chances de récupérer la majeure partie de nos droits. J'ai baissé les yeux vers le bureau. Ces documents ne contenaient pas que du papier. Il y avait 4 années de ma jeunesse. Une confiance aveugle. Et là, sueur et les larmes de mes parents, je lui ai demandé ce qu'il ferait à ma place. Il m'a conseillé de ne pas éveiller leurs soupçons, d'agir normalement, de les amener à admettre la vérité eux-mêmes. Dans un cadre sûr, de tout bien, enregistré. Et pendant ce temps, de dire à ma famille de conserver tous les documents originaux et de ne plus donner un centime. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que j'avais en tête depuis la veille. Sauf que maintenant, je n'avançais plus à l'aveugle. Je savais où frapper. Avant que je ne parte. Maître Moreau m'a mise en garde. Les gens capables de monter une telle machination ne capitulent pas facilement. Le jour où j'abattrais mes cartes, ils changeraient vite d'attitude. Ils pourraient supplier, rejeter la faute sur moi, ou même contre-attaquer. Il fallait que je sois préparée, mentalement. J'ai pris le dossier et je me suis levée. Il m'a demandé si j'étais prête. Et si j'aimais encore cet homme. Je suis restée silencieuse. La question a fait remonter une boule dans ma gorge. Mais ce fut bref. Depuis que j'avais compris qu'il était complice de ce piège, je ne voulais plus l'aimer. En sortant du cabinet d'avocat, le soleil de midi brûlait l'asphalte. Je suis à rester plantée là un instant, prenant une grande inspiration. Pour la première fois depuis 2 jours, j'avais les idées claires. Ils avaient joué le rôle de la belle famille parfaite à la perfection. Très bien. À partir d'aujourd'hui, moi aussi j'allais jouer la comédie. Je jouerais jusqu'à ce que la vérité sorte de leur propre bouche. Je ne suis pas retournée au bureau. J'ai conduit directement jusqu'à la maison de mes parents, à Villefranche-sur-Saône. Le trajet n'est pas très long. Mais ce jour-là, j'ai roulé plus lentement que d'habitude, comme si j'avais besoin de tout réorganiser dans ma tête. Avant, je pensais que la chose la plus terrible, dans un mariage, c'était quand l'amour s'éteignait. Mais je venais de découvrir que le pire, c'était de réaliser qu'avant même de se marier, d'autres avaient déjà creusé un piège en attendant que vous y tombiez. Dès que ma mère m'a vue arriver, elle a compris que quelque chose clochait. Elle épluchait des légumes sur la terrasse. En voyant mon visage, elle a posé son panier. J'ai garé la voiture et j'ai essayé de sourire le plus normalement possible, disant que je venais chercher des papiers. Mais une mère le sait, toujours. Elle m'a fait entrer et m'a demandé d'être honnête. Mon père, qui était dans le salon, s'est tourné vers nous. Je n'ai plus rien caché. J'ai étalé tous les documents sur la table. La copie de l'attestation de propriété immobilière, les impressions des messages, l'enregistrement de la veille et l'analyse de l'avocat. Je leur ai tout raconté, des A à Z. Plus il écoutait, plus le visage de mon père s'assombrissait. Ma mère était pétrifiée, tordant ses mains, pour les yeux rouges. Quand j'ai raconté que Julien avait osé me suggérer de leur demander 15 000 € de plus, ma mère a éclaté en sanglots. Je l'ai regardée, la gorge nouée. J'aurais voulu lui dire que moi non plus je ne m'y attendais pas, que j'avais cru que Julien était un homme bien. Mais ces mots n'avaient plus aucun sens. Mon père a posé ses mains sur la table, la voix dure, et a déclaré qu'il n'y aurait pas de mariage. J'ai répondu que je n'allais pas me marier non plus. C'était la seule chose dont j'étais absolument certaine. Mon père m'a dévisagée, demandant pourquoi je continuais à supporter ça. Et qu'il allait les appeler sur le champ pour exiger des explications. Yelai, arrêtez immédiatement. Plus nous nous mettrions en colère, plus ils auraient le temps de trouver des excuses.
Mon père a grogné que nous avions été escroqués au grand jour. Je lui ai expliqué qu'il dirait que c'était un malentendu. Une procédure temporaire. Que la maison était au nom de la sœur, mais que nous y vivrions quand même. Et que l'argent de notre famille était un don volontaire. Sans preuve irréfutable pour les coincer. Nous nous retrouverions piégés dans un débat sans fin. Mon père s'est tu. Il bouillait de rage. Mais plus il était en colère, plus je devais rester calme. J'ai pris une chaise et je me suis assise face à eux. Je leur ai dit que j'avais vu un avocat. Que pour récupérer notre argent, nous avions besoin d'une preuve montrant que depuis le début, il disait que c'était notre maison. Tout en la mettant délibérément au nom d'un autre, ma mère a essuyé ses larmes et a demandé ce que j'allais faire. J'ai regardé la pile de documents et j'ai répondu lentement que j'allais continuer à faire, semblant de ne rien savoir. Ma mère était sous le choc, me demandant si j'allais encore le voir. J'ai dit qu'il le fallait, que je devais leur faire croire que j'étais encore sous leur contrôle pour qu'ils baissent la garde. Mon père m'a longuement regardé avant de demander si j'en serais capable. La question m'a transpercé le cœur. Honnêtement, je n'en étais pas sûre. Personne ne peut rester de marbre en voyant la personne qu'il devait épouser continuer à mentir avec douceur sans être blessée. Mais si je flanchais, c'est ma famille qui perdrait tout. J'ai hoché la tête. Ma mère m'a serré la main avec force. Cette main fine, usée par des années de travail, cette main qui avait mis de côté chaque euro pour m'élever. Plus je pensais aux 45 000 euros de mes parents, plus mon cœur se serrait. Si cet argent ne revenait pas, je ne me le pardonnerais jamais. L'après-midi, mon père a sorti une pochette bleue. À l'intérieur se trouvaient tous les documents liés à l'achat, avis de virement, reçus de l'apport, copies, des lettres de soutien financier, et même une photo de nos deux familles, attablées pour discuter du mariage. Ma mère a fouillé dans son téléphone et a retrouvé un message envoyé à la mère de Julien. Elle y disait clairement que cet argent était pour assurer un foyer décent à nos deux enfants après leur mariage. La mère de Julien avait répondu de ne pas s'inquiéter, que cette maison était pour qu'ils s'installent et construisent leur vie. En relisant cela, j'ai ressenti un profond dégoût. La femme qui parlait ce jour-là avec des mots aussi doux que le miel s'avérait être la plus rusée de toutes. Le soir, Julien m'a passé en appel vidéo. Inquiet de ne pas avoir reçu que message de l'après-midi. Je me suis assise sur le lit, j'ai recoiffé mes cheveux, et j'ai affiché une mine neutre. Il a souri, remarquant que je n'étais pas dans mon appartement. J'ai dit à voix basse que j'étais chez mes parents, que j'étais très fatiguée ces jours-ci. Sa voix s'est instantanément adoucie, me disant de bien prendre soin de moi et de ne pas tomber malade juste avant le mariage. J'ai regardé ce visage familier sur l'écran. Quelques jours plus tôt, le voir m'apaisait. Maintenant, j'avais l'impression de regarder un inconnu portant le masque de l'homme que j'avais aimé. J'ai demandé innocemment si cela dérangerait, que mes parents revoient les documents de l'appartement pour se rassurer. Le sourire sur ses lèvres s'est figé. C'était très rapide. Vous. Il m'a demandé pourquoi, arguant qu'il y avait beaucoup de papiers et que tout était en cours de traitement. J'ai fait semblant de soupirer, expliquant que mes parents étaient inquiets, car c'était eux qui avaient mis la plus grosse somme. Il y a eu un silence de 2 secondes. Puis il a ri nerveusement. Il a dit de les rassurer, que sa mère et lui s'occupaient de tout. Ça m'a convaincue encore plus. Il ne voulait pas que ma famille touche aux originaux, par peur qu'on découvre la vérité. J'ai adouci ma voix, disant que je le savais. Il m'a dévisagé et a soudain demandé si j'allais bien, qu'il me trouvait bizarre ces derniers temps. J'ai répondu avec un sourire froid que c'était sûrement le stress des préparatifs. Il a soupiré de soulagement et m'a dit qu'il fallait de la patience, que dans quelques jours, je serais sa femme. Sa femme, jamais je ne mettrais les pieds dans cette maison en tant que sa femme. Pourtant,
J'ai continué à jouer le jeu avec douceur. Après avoir raccroché, j'ai posé le téléphone. Dehors, on entendait le chant des grillons. Dans la nuit campagnarde, dans cette petite maison, mes parents ne dormaient pas, non plus. Je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Ils commençaient à se méfier. Le lendemain matin, je suis rentrée très tôt à Lyon. Le ciel était nuageux. L'eau de la Saône avait une teinte grisâtre. Dès que je suis arrivée chez moi, sans même avoir eu le temps de me changer, mon téléphone a sonné. C'était la mère de Julien. J'ai regardé l'écran avant de décrocher. Sa voix était plus mielleuse que d'habitude. Si je ne connaissais pas son vrai visage, j'aurais cru qu'elle m'aimait vraiment. Elle m'a demandé si j'étais libre ce soir-là pour venir dîner. Elle avait acheté un magnifique bar. Elle allait le préparer en croûte de sel avec un gratin de courgettes et de la tapenade. Tout ce que j'aimais. J'ai souri amèrement. C'était vrai. C'était mon plat préféré. Utiliser ces petites attentions pour attendrir le cœur des autres. Mais plus elle était douce, plus je me sentais de glace. J'ai gardé un ton neutre, acceptant l'invitation. Elle a ajouté qu'elle et Julien voulaient aussi parler des ais, faire part et des meubles pour l'appartement. En entendant le mot appartement, j'ai plissé les yeux. Ils prenaient les devants, soit ils testaient ma réaction, soit ils étaient pressés de tout, boucler avant que je ne m'échappe. Après avoir raccroché, j'ai appelé Maître Moreau. Après m'avoir écouté, il m'a simplement dit de bien me préparer, qu'il était possible qu'il se doute de quelque chose, que des gens qui soupçonnent mais qui n'ont pas de preuves, tendance à devenir impatients et à commettre des erreurs. Il m'a conseillé de ne pas attaquer de front, de les laisser diriger la conversation, et de poser mes questions avec beaucoup de naïveté, comme si je cherchais simplement à être rassurée. Pendant toute l'après-midi, je n'ai pas pu me concentrer au travail. Il restais devant mon ordinateur à ressasser toutes ces images. Julien m'ouvrant aimablement la portière. Sa mère souriant à mes parents. Léa arrogante dans le café. Pendant 4 ans, j'avais cru avancer vers un foyer, pour réaliser que je n'étais que sur la scène d'un théâtre. Pour le dîner, j'ai choisi une robe beige très simple, exactement le style qu'aimait la mère de Julien. Je me suis légèrement maquillée pour avoir l'air aussi douce et docile que d'habitude. J'ai acheté des fruits et une boîte de pâtisserie. Je ne voulais leur donner aucune excuse pour me traiter de mal élevée. Quand je suis arrivée, la mère de Julien m'attendait à la porte. Tout sourire. Elle a refusé les fruits en disant qu'il ne fallait pas. Que nous étions de la même famille. En entendant ce mot, je n'ai ressenti que de l'ironie. Julien est sorti, habillé de façon très décontractée, très naturelle. Il m'a dit que j'étais belle. Le repas était plus copieux que d'habitude. La mère de Julien n'arrêtait pas de me servir, me posant des questions sur le travail, sur les faire-part, sur les canapés qu'elle voulait aller voir ce week-end. Je répondais sagement, souriant, quand il le fallait, hochant la tête, jusqu'à ce qu'au milieu du dîner, elle pose ses couverts et me regarde avec une expression très chaleureuse. Elle a dit qu'elle avait repensé à ce que Julien m'avait dit l'autre jour, qu'il ne fallait plus repousser la question du manque de fonds, que les frais de la maison et du mariage s'accumulaient, et que puisqu'on était une famille, et loin, fallait y faire face ensemble. J'ai baissé la tête, tournant lentement mon verre d'eau. Ils allaient droit au « but ». J'ai répondu à voix basse que j'y avais réfléchi, mais que j'étais encore un peu inquiète. Julien est intervenu tout de suite, me demandant ce qui m'inquiétait. J'ai levé la tête vers eux, prenant un air confus. J'ai dit que j'avais peur que mes parents soient tristes si tout n'était pas clair. Vu l'importante somme d'argent qu'ils avaient donnée, la mère de Julien a ri d'un ton infantilisant, m'assurant que l'argent servirait à la maison dans laquelle j'allais vivre, qu'il n'allait pas s'envoler. Je suis restée silencieuse 2 secondes. Puis j'ai demandé très doucement si
L'appartement serait toujours considéré comme appartenant à moi et à Julien. L'ambiance s'est tendue. Julien a bu une gorgée d'eau. Sa mère a souri. Mais son sourire était figé. Elle a dit que bien sûr, puisque c'était pour qu'on y vive. J'ai insisté. Je voulais dire, sur le papier. J'ai expliqué que mes parents se demandaient comment se présenterait le titre de propriété. Pour être rassuré, le regard de Julien a fui. C'était l'espace d'un instant. Mais c'était suffisant pour savoir que j'avais touché le point sensible. Sa mère a ri nerveusement, disant que les papiers s'arrangeraient plus tard, que le plus important, maintenant, était de se marier. J'ai gardé un air préoccupé. J'ai répondu que mes parents disaient que s'ils donnaient de l'argent pour le mariage de leur fille, ils devaient savoir exactement à quoi cet argent servait. La mère de Julien a posé ses couverts violemment sur la table. Le bruit sec a fait battre mon cœur plus vite. Sa façade de douceur commençait à se fissurer. Le silence est tombé. Les mains de sa mère se sont crispées sur la table. Julien. Louis. Ne disait rien. Fixant son verre. Cette réaction me paraissait si ridicule. Il croyait vraiment qu'il suffisait de se taire ou de changer de sujet pour que je redevienne docile. La mère a pris une profonde inspiration et a retrouvé un sourire rigide. Elle m'a dit que j'étais jeune, que je me posais trop de questions, que l'important était de s'aimer, et que si on calculait tout avec des papiers, les choses finissaient par mal tourner. J'ai baissé la tête et murmuré que je ne voulais pas faire de calcul non plus, mais que l'argent donné par mes parents représentait les économies de toute leur fille. Elle s'est arrêtée. J'avais touché la corde sensible, car cette mère et mon fils ne voulaient pas seulement l'argent. Ils voulaient que ma famille le donne, avec gratitude, qu'on se sacrifie en trouvant cela normal. Julien a fini par parler, essayant de rester calme. Il m'a demandé de ne pas tendre la situation, que sa mère s'inquiétait juste pour nous. Je lui ai répondu que je ne tendais rien, que je voulais juste que tout soit clair. Il en ridait, façon embarrassée, affirmant que la maison serait tôt ou tard la nôtre pour y vivre. J'ai levé les yeux vers lui. Y vivre était une chose. Que la maison soit à nôtre, non en était une autre. Son dos s'estraidi. Sa mère ne souriait plus du tout. Elle s'est adossée à sa chaise. Sa voix devenant cynique, elle a déclaré que les filles d'aujourd'hui étaient très matérialistes, qu'elles n'étaient même pas encore mariées et qu'elles s'occupaient déjà d'assurer leur part. Cette phrase m'a glacé le sang. Quand une femme réclame ses droits légitimes, on la traite de matérialiste. Mais quand une famille complote pour utiliser l'argent de la belle-fille afin d'acheter un bien à sa propre fille, on appelle sa pensée à l'avenir. J'ai mordu ma lèvre, laissant mes yeux rougir un peu. Et j'ai dit que parler ainsi était très cruel. Que si j'étais matérialiste, je n'aurais pas laissé mes parents contribuer autant. Je les regardais dans les yeux, disant d'une voix faible que si elle affirmait que l'appartement était pour Julien et moi, même si les papiers n'étaient pas prêts, je devais savoir clairement à quel nom il assurait. Pour rassurer mes parents, Julien a posé son verre avec force sur la table, agacé, me demandant pourquoi je posais sans arrêt cette question. Et si je ne lui faisais pas confiance, Yellai, regardez. En quoi voulais-tu que je te fasse confiance? Son visage s'est décomposé. J'ai continué. La voix toujours douce, mais chaque mot très clair. Faire confiance au fait que mes parents donnent 45 000 € et que tout ira bien. Faire confiance au fait que tant que je me tais, les arrangements de ta famille sont justes. La mère de Julien m'a coupé brutalement, demandant ce que je voulais dire. Elena Dornasa, que dans cette famille, personne ne m'avait fait de mal. Je me suis tournée vers elle, essayant de faire trembler ma voix. Et je lui ai demandé d'être honnête. À quel nom était l'appartement en ce moment? La question est tombée comme un coup près. Julien s'est tourné vers sa mère. Paniquée, elle a commencé à s'énerver, me demandant qui m'avait mis de telles idées en tête. J'ai serré les poings sous la table
L'avocat avait raison. Acculé. Il passait à l'attaque pour me faire culpabiliser. J'ai répondu que personne ne m'avait rien dit, mais que je voulais l'entendre de sa propre bouche. Julien s'est levé brusquement, criant que ça suffisait. Je l'ai regardé sans fuir son regard pour la première fois. Ce n'était pas suffisant. Je ne savais même pas dans quoi je m'engageais. Le silence a envahi la pièce. On n'entendait plus que le bruit du frigo. La mère de Julien m'a regardée, toute douceur effacée, et a souri avec cynisme. Elle a dit que puisque je voulais tout savoir, elle allait me le dire. Mon cœur s'est emballé. Elle a posé ses mains sur la table, articulant lentement que oui. L'appartement n'était pas à mon nom, ni à celui de Julien. Julien a paniqué, demandant à sa mère pourquoi elle disait ça. Elle l'a rembarré, disant que puisque je posais la question, je n'allais pas me taire. Autrement, je les ai regardés, me sentant terriblement amère et ridicule. Ces deux-là m'avaient menti pendant des mois, jouant la comédie devant mes parents. Et il avait suffi de quelques questions sur mes droits pour que tout s'effondre. Yoï fait semblant d'être sous le choc, et j'ai demandé si cela signifiait que tout ce étant. Il savait que l'appartement n'était pas à mon nom. La mère de Julien a souri avec mépris. On le savait. Et alors? Cette réponse était tranchante comme un rasoir. J'ai senti mes doigts se geler. Julien s'est approché, la voix suppliante, m'assurant que le fait de le mettre, au nom de Léa, n'était que temporaire. J'ai levé la tête et j'ai demandé « Pourquoi ?» Il a hésité, disant que la famille l'avait prévu ainsi, que Léa était une fille, qu'elle aurait besoin d'une sécurité quand elle se marierait, et que de toute façon, si nous y vivions, ça ne faisait aucune différence. Yair rit. Un rire court, sec. J'ai répondu que ça faisait une immense différence. La mère a froncé les sourcils, me reprochant de réagir de manière exagérée, puisque la maison était faite pour qu'on y vive. Peu importe à qui elle appartenait sur le papier. Je lui ai répondu que si ça n'avait pas d'importance, pourquoi n'était-elle pas à mon nom et à celui de Julien? Elle est restée silencieuse, puis a haussé le ton, affirmant qu'elle l'avait acheté avec son argent. J'ai répliqué du tac au tac. Combien d'argent avait mis sa famille? Elle a esquivé. J'ai clarifié, mot pour mot. Mes parents ont donné 45 000 €. Sa famille 40 000 €. Le reste devait être remboursé par un crédit que je paierais après le mariage. Elle avait dit que c'était notre maison. Et maintenant elle disait l'avoir achetée seule. Que devenait l'argent de ma famille? Julien est intervenu, me demandant de ne pas parler de compte de cette manière. Je l'ai fusillé du regard, lui demandant si ce n'était pas lui qui avait commencé à faire les comptes. Il est resté muet. Ma voix tremblait. Mais les mots sortaient clairs. Pendant 4 ans, je n'avais jamais rien exigé. Mes parents avaient vidé leurs économies par amour. Je croyais avoir trouvé une bonne famille. Et tout ça n'était qu'un piège. La mère a tapé du poing sur la table, demandant qui je traitais d'escroc. J'ai les regardé froidement. Vous et Julien. Julien est devenu blême. Il m'a demandé de l'écouter. Je lui ai dit de m'expliquer pourquoi la maison, achetée avec l'argent de ma famille, s'est retrouvée au nom de sa sœur. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis il a fini par lâcher d'une toute petite voix qu'il n'avait fait qu'obéir à sa mère. Cette phrase a achevé de glacer ce qu'il restait de moi. Il savait depuis le début. Il savait tout. Et il avait choisi de se taire. J'ai hoché lentement la tête. La mère a repris son ton moralisateur, me disant qu'une fille qui entre dans la famille de son mari doit penser sur le long terme, qu'ils avaient prévu ça pour protéger les biens de la famille, que si j'avais des enfants et que je vivais en harmonie avec mon mari, ce serait tout comme. Je l'ai regardée, répétant chaque mot. Protéger les biens de cette famille. Elle s'est rendue compte qu'elle en avait trop dit, mais elle n'en avait plus rien à faire.
Elle a ajouté qu'aujourd'hui, on ne savait jamais ce qui pouvait arriver. Et que si nous avions des problèmes, les biens resteraient au moins, dans leur famille. Je serrais les poings à m'en faire mal. C'était dit. Ce n'était ni temporaire, ni administratif. Il me voyait depuis le début comme une étrangère dont on se méfiait. Il voulait mon argent. Voulait que je partage les dettes. Mais redoutait que j'aie le moindre droit légal. Je lui ai demandé doucement si elle avait peur que je réclame une part à Julien. Elle a répondu cyniquement qu'il valait mieux prévenir que guérir. Je me suis tournée vers Julien. Il fuyait mon regard, marmonnant qu'il voulait juste avoir la paix. Je me suis sentie tellement vide. Mon pire regret n'était pas l'argent. C'était d'avoir perdu 4 ans pour une blague d'aussi mauvais. Ai-je beau? Je me suis levée lentement. La mère a demandé où j'allais. J'ai répondu chez Moi. Julien a bloqué le passage. Suppliant. Je l'ai regardé sans la moindre trace d'affection. Pousse-toi. Il a secoué la tête, me demandant de l'écouter. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire de plus. Il m'a répondu que ce n'était pas aussi grave que je le pensais. Pas aussi grave. Je lui ai craché que sa mère avait menti à mes parents, que toute sa famille avait utilisé notre argent pour acheter une maison à sa sœur, qu'il prévoyait de me soutirer encore 15 000 €, et qu'il disait que ce n'était pas si grave. Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de me quitter. C'était tellement pathétique que ça en faisait mal. Ne pas me quitter. Yai, résumer la situation. Je me marie avec toi. Je vis dans une maison qui n'est pas à moi. Je paie le crédit. Et un jour on me met à la porte sans rien. Comment tu appelles ça? Il est resté bouche bée. La mère s'est levée, haussant le ton, me disant que personne n'allait me mettre dehors, et que je pensais tout de suite au pire. Lui ai demandé ce qu'elle voulait que je pense. Si c'était normal d'utiliser l'argent de ma famille pour acheter un bien à sa propre fille. Elle m'a pointé, tu nu doigt, hurlant que je n'avais pas à hausser le ton, que l'argent de mes parents avait été donné volontairement, et que personne ne leur avait mis le couteau sous la gorge. Cette phrase a été comme un coup de poignard. À leurs yeux, l'argent gagné à la sueur du front de mes parents n'était qu'un don volontaire. J'ai hoché la tête, répétant le mot. Elle a enchaîné, déclarant que si ma famille ne pouvait pas se le permettre, il fallait l'assumer, qu'elle n'avait qu'un fils, qu'il devrait entretenir toute la famille, et qu'il était normal que ma part aide à l'Instella. Je ne sentais plus mes mains. Julien a tiré le bras de sa mère, mais elle l'a repoussé. Julien s'est tu. Ce silence était pire qu'une gifle. Je lui ai demandé s'il était d'accord avec elle. Il a fermé les yeux, m'a demandé de me calmer. Qu'on chercherait une solution. Quelle solution? Qu'elle change le nom sur l'acte? Ou que je me marie en silence et qu'on discute de mes droits plus tard? La mère est intervenue, m'ordonnant de ne pas être cupide. Que me laisser vivre dans cette maison était déjà beaucoup. Je me suis tournée brusquement vers elle. Je veux la justice. Je donne de l'argent. Je dois savoir où est le bien. Je signe un crédit. Je dois savoir de quoi je suis responsable. J'entre dans un mariage. Je dois savoir si je suis considérée comme un membre de la famille ou comme un portefeuille. Le silence est tombé. Elle m'a regardée avec fureur, me demandant qui je traitais de portefeuille. Je n'ai pas baissé les yeux, disant que c'était exactement comme ça qu'il me traitait. Elle s'est avancée, le visage rouge, me disant de ne pas être insolente. J'ai rétorqué que l'insolence, c'était d'escroquer l'argent des autres et d'exiger des remerciements. Julien s'est interposé, me criant d'arrêter et de ne pas aller trop loin. J'ai les regardé, le cœur en miettes. Même à cet instant, c'était moi qui allais trop loin. Pas sa mère, pas sa sœur, pas lui. Moi, Yairi. Les larmes aux yeux, j'ai acquiescé.
disant que je compliquais effectivement le merveilleux plan de sa famille. La mère a hurlé de faire attention à ce que je disais. J'ai ouvert mon sac à main, j'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'écran. Le point rouge de l'enregistrement clignotait. Le visage de Julien est devenu livide. Sa mère est restée pétrifiée. J'ai dit d'une voix glaciale. Faire attention à ce qu'on dit. C'est exactement ça. Depuis que je me suis assise à cette table, j'ai tout enregistré. Julien a bondi vers moi, hurlant que j'étais folle. J'ai reculé d'un pas. Il m'a demandé de lui donner le téléphone, me traitant de gamine. Yairi. J'étais une gamine pour enregistrer ceux qui m'escroquaient. Mais eux étaient des adultes, pour planifier le vol de notre argent. La mère a renchéri, me reprochant mon manque d'éducation. Je lui ai répondu que l'éducation, c'était d'apprendre à ses enfants à être honnêtes, pas à utiliser l'argent des autres. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai déclaré que tout était enregistré. Le don, volontaire de mes parents. La maison au nom de Léa. Tout. Julien a grogné. Mais, demandant ce que je voulais, j'ai répondu lentement que je voulais en finir. Que le mariage était annulé. La mère a hurlé que je n'oserais jamais. Que les invitations étaient lancées. Que ce serait jeter l'opprobre sur la famille. Je lui ai répondu froidement que sa famille avait peur de la honte. Mais que la mienne n'avait pas peur d'être arnaquée. Julien a essayé de radoucir le ton, avouant ses torts et proposant d'en discuter, pour trouver un arrangement. Je l'ai regardé avec incrédulité. Il croyait qu'il suffisait de parler pour effacer tout ça. Je lui ai demandé de quel arrangement il parlait, comment il allait me dédommager. Il a balbutié qu'après le mariage, il trouverait un moyen. J'ai éclaté de rire. Un rire qui a résonné dans toute la cuisine. Les dédommagements? Avec quoi? Les 45 000 € de mes parents? Mais 4 années de jeunesse gâchée? La mère m'a narguée, me disant qu'un enregistrement ne faisait pas de moi la reine du monde. Que si je portais plainte, ce ne serait qu'un vulgaire litige de couple. Je savais qu'il ne céderait pas facilement. J'ai respiré un grand coup. J'ai dit que je n'étais pas venue pour discuter, mais pour obtenir leurs aveux de leur propre bouche. J'ai rangé mon téléphone. J'ai fermé mon sac à main. J'ai regardé Julien une dernière fois. Cet homme que j'avais aimé n'existait plus. Je me suis dirigée vers la porte. Je suis sortie dans la rue. L'air de la nuit m'a fouetté le visage. Derrière moi, la mère hurlait, et Julien appelait. Mon homme. Mais je ne me suis pas retournée. Ce mariage était officiellement mort. À peine 5 minutes après avoir démarré. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Julien, sa mère, son père, Léa. Ce silence rompu aurait dû me donner un sentiment de victoire. Mais je me sentais juste épuisée. Je ne suis pas rentrée, chez moi. Je suis allée sur les quais de Saône. Je me suis assise sur un banc. J'ai envoyé le fichier audio à Maître Moreau, à mon père, et sur ma boîte mail personnelle. J'ai fini par décrocher à un énième appel de Julien. Il a demandé où j'étais. J'ai répondu que ça ne le regardait pas. Il a tenté de m'amadouer, disant que sa mère avait parlé sous le coup de la colère et qu'il fallait l'écouter. Louis, lui ai demandé d'expliquer. Il a admis que la maison au nom de Léa, c'était mal, mais qu'il était coincé, qu'il voulait juste avoir la paix. Un homme qui, entre la justice et la tranquillité, choisit la tranquillité pour lui-même, ne pourra jamais être un pilier pour personne. Je lui ai dit que ce qui m'avait fait le plus mal, ce n'était pas l'argent, c'était qu'il savait tout, et qu'il m'avait quand même laissé choisir les meubles et rêver d'une maison. Il a mis du temps à murmurer un pardon. Je lui ai dit que ses excuses ne tuantes servaient à rien. Il ne pouvait ni effacer la trahison, ni rendre l'argent. Sur le champ, j'ai conclu en lui disant de ne plus m'appeler. Sa voix est soudain devenue dure.
me disant de ne pas le forcer à agir et de ne pas nous pousser tous les deux dans une impasse. J'ai répondu que ce n'était pas moi qui avait créé cette impasse. Et j'ai raccroché. Immédiatement. Un message de sa mère est tombé, menaçant que si je faisais un scandale, sa famille n'aurait aucune pitié. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai transférée à l'avocat. En rentrant chez moi vers 23h, mon amie Chloé m'attendait dans le salon. Dès que je l'ai vue, j'ai éclaté en sanglots. C'était la première fois que je pleurais depuis la découverte. Elle m'a prise dans ses bras. Furieuse en apprenant l'histoire, elle m'a soutenue dans ma décision de tout annuler. J'ai envoyé un message à mon père pour lui dire que j'allais bien et que tout commencerait demain. Le lendemain matin, j'ai annulé chaque prestation. Le photographe, la créatrice de la robe, le domaine, le traiteur. J'ai appelé mon amie Camille pour la prévenir. L'après-midi, avec mes parents, nous sommes allés voir Maître Moreau. Après avoir écouté l'enregistrement, l'avocat nous a dit que nous avions assez d'éléments pour passer à l'étape suivante. Une mise en demeure par huissier, pour annuler le projet de mariage et exiger la restitution des 45 000 €. La lettre a été envoyée par recommandé et signifiée par commissaire de justice. Des réceptions. La panique s'est emparée d'eux. Julien m'a attendu à la sortie du bureau. Il avait l'air ravagé. La chemise froissée. Il m'a supplié. Nous sommes allés dans un café. Il a dit que ma démarche aggraverait les choses. Je lui ai demandé pour qui. Il sait tout. Il m'a dit qu'il allait convaincre sa mère de réorganiser tout ça. Je savais que c'était pour gagner du temps. Je lui ai dit que la seule chose qui m'importait, c'était les 45 000 € de mes parents, s'il lui restait un peu de dignité. Il devait préparer l'argent. Le soir même. L'avocat m'a informé qu'il demandait une rencontre de conciliation pour éviter d'entacher leur réputation. Le lendemain, à 10h, nous nous sommes retrouvés dans le bureau de Maître Moreau. Julien, ses parents et Léa étaient là. Léa était très apprêtée. Mais la mère, elle, adoptait une posture soumise. Posant ses mains sagement sur la table, ils ont essayé de faire passer ça pour un malentendu familial. Quand l'avocat les a poussés dans leur retranchement avec l'enregistrement, ils ont proposé de rembourser une partie immédiatement et le reste sur plusieurs années. J'ai refusé catégoriquement. Pas de versement échelonné. Soit une restitution rapide avec un cadre légal strict, soit on se retrouvait au tribunal. Il sait, et son tus. Le visage livide. Léa a perdu toute son arrogance. Le soir, ils ont envoyé une dernière offre inacceptable, demandant d'étaler sur 3 ans en échange de mon silence. J'ai demandé à Maître Moreau de préparer la plainte formelle. Quand Julien a appris que je ne cédais pas, il m'a appelé suppliant, promettant de vendre sa voiture. Je lui ai dit que je ne voulais plus de promesses. Je voulais la justice. Il m'a demandé si je pouvais vraiment tirer un trait sur nos 4 ans. Je lui ai répondu que c'était lui qui m'avait laissé tomber en acceptant ce complot. J'ai raccroché et j'ai effacé son numéro. 3 mois plus tard, grâce à une médiation officielle sous la pression des preuves accumulées, la famille de Julien a été contrainte de céder. Ils ont restitué la quasi-totalité des 45 000 € à ma famille, avec des délais très courts, et ont dû assumer seuls les frais de l'appartement. Les démarches pour me retirer du dossier de prêt ont été finalisées le jour où mon père a vu l'argent revenir sur son compte. Il est resté digne, mais j'ai vu l'émotion dans ses yeux. Ma mère m'a simplement serré la main. De mon côté, je n'ai pas ressenti de victoire triomphante. Juste un immense soulagement. Le soulagement de celle qui échappe de justesse à la noyade, qui a perdu beaucoup, mais qui a sauvé l'essentiel, sa liberté et sa dignité. J'ai appris plus tard que cet appartement n'était pas devenu le havre de paix
qu'ils espéraient. Les conflits financiers ont détruit l'harmonie de leur famille. Julien a pris un long congé maladie. Et Léa n'a plus eu de quoi se vanter. Mais tout cela ne me concerne plus. Je me suis installée dans un petit appartement en location. Calme. Avec un balcon baigné par le soleil du matin. Chaque jour, je me prépare mon café. J'ouvre la fenêtre et je me rappelle que parfois, une épreuve douloureuse est le seul moyen d'ouvrir les yeux. J'ai perdu un mariage qui n'a jamais eu lieu. Mais j'ai récupéré ma vie. Et parfois, c'est ça, la plus grande des victoires.